Nous sommes avec le premier secrétaire du Parti socialiste, député socialiste donc de Seine-et-Marne, Olivier Faure, ce matin. Bienvenue Olivier Faure. Bonjour Efréa. Alors j'imagine que vous avez regardé évidemment le président de la République hier. Comment vous avez apprécié son intervention globalement? J'ai trouvé que c'était certainement l'une des plus réussies parce que c'était l'une de celles qui fixait le plus de perspectives pour les Françaises et les Français. C'était précis et ça donnait le sentiment qu'après avoir quand même loupé les épisodes précédents, il cherchait maintenant à faire en sorte que les Français comprennent quelle était à la fois la situation, quels étaient les critères qui permettaient d'évoluer vers un déconfinement progressif. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt mieux que les habitudes. Maintenant, je sais aussi qu'il y a Good Cop qui a parlé hier, il y a Bad Cop qui parle jeudi, donc on verra quels sont les détails. Bad Cop, c'est le Premier ministre? J'ai l'impression qu'il y a une répartition des rôles entre eux. Il y a un président qui est là pour plutôt chercher à agir en majesté, celui qui annonce les bonnes nouvelles. Et maintenant, j'attends aussi les mauvaises. Donc on jugera quand on aura l'ensemble des éléments. Mais pour ce qui est de la question sanitaire, moi je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il faut un déconfinement progressif, que c'était utile de rouvrir les petits commerces dès la fin de cette semaine et de faire en sorte que la vie puisse se reprendre progressivement et ne pas rester trop confiné non plus. Voilà. Alors, il y a deux points qui risquent de faire débat, qui ont d'ailleurs été évoqués hier. On a vu qu'il prenait beaucoup de précautions, le président de la République. La première chose, c'est l'isolement. Donc, on teste les gens qui sont suspects. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? On les isole. On a vu que ça ne marchait pas très, très bien. Est-ce que... alors, il a confié le sujet, finalement, au Parlement. Est-ce qu'il faut rendre cet isolement obligatoire et l'assortir de sanctions? C'est le cas, je le dis, en Italie. C'est le cas en Espagne, avec des amendes qui sont assez importantes. C'est le cas, évidemment, en Asie, mais dans des régimes qui sont un peu différents. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, il faut être extrêmement vigilant, parce qu'on est en train de toucher à un sujet qui est celui de nos libertés. Et qu'il faudrait s'entendre sur ce qu'est le mot contrainte et quelle est la nature de ce que l'on propose comme alternative. Parce que l'isolement, ça n'est pas possible dans n'importe quelle condition. Ça suppose, imaginez qu'on vous dise demain qu'on vous sépare de votre famille, de votre domicile, de votre quotidien et qu'on vous envoie dans un centre fermé. Je ne suis pas sûr que vous accepteriez. Donc tout dépend des conditions qui sont faites, quelles sont les mises à disposition. Est-ce que ce sont des hôtels? Quels seront les services qui seront rendus? Qu'est-ce qu'on pourra y faire? Quel sera le niveau de confort? Enfin, il ne s'agit pas d'aller chercher les 5 étoiles, mais au moins de pouvoir conserver un lien avec l'extérieur, travailler éventuellement, etc. Bref, faire en sorte qu'on ne soit pas dans une situation absurde où on emprisonne les uns et les autres. Coupés du monde. Et on les coupe du monde. Ça suppose savoir aussi quels sont les gens qui seront amenés à être contraints à l'isolement. Est-ce qu'on prend tous les cas contacts, qui fait beaucoup de monde, ou est-ce qu'on prend simplement les gens qui sont déclarés positifs et qui n'ont pas la capacité à être isolés dans de bonnes conditions en restant à leur domicile? Est-ce qu'il faut assortir ça de sanctions? Il faut des sanctions, mais là aussi, faisons attention à ne pas non plus tomber dans une... Sujet sensible. C'est un sujet très sensible et justement sensible. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'en Italie et en Espagne, où ils ont pratiqué cela, les résultats ne sont pas tellement meilleurs que chez nous. Oui, je crois surtout que sur ces questions-là, il ne faut pas s'accoutumer non plus à une société qui prive progressivement ses concitoyens de liberté. Nous sommes dans une société démocratique, de liberté, et il faut y veiller comme le lait sur le feu. Moi, je ne voudrais pas que la société post-Covid soit une société où on a accepté finalement de restreindre tellement nos droits qu'on finisse par s'habituer et à passer progressivement à un régime qui est de plus en plus autoritaire, ce qui n'est pas évidemment la voie dans laquelle je veux nous engager. Alors, une incertitude a été levée hier, et on le voit dans un pays qui est plutôt assez rétif à la vaccination. La vaccination ne sera pas obligatoire. Ça, c'est quelque chose qui vous convient? Ça me convient. Enfin, en tout cas, ce que je vois sur la vaccination, et c'est certainement l'un des points qui a été les moins traités hier par le chef de l'État, alors même que ça fait plusieurs semaines que je l'interroge et que j'interroge son gouvernement directement sur ces questions-là, que les députés socialistes le font à l'Assemblée aussi en permanence, on aimerait comprendre, au-delà des doses qui ont été préachetées, on aimerait comprendre pourquoi notre pays est le seul pays parmi nos voisins qui ne donne pas le sentiment d'avoir mis en place les réseaux de distribution, qui n'a pas dit quels étaient celles et ceux qui pourraient administrer. Non, c'est que je crains, j'espère me tromper,
Je crains que nous ne soyons pas prêts à faire ce que font par exemple nos voisins allemands. Vous vous rendez compte qu'en ce moment, chez Angela Merkel, eh bien, ils sont en train de faire, y compris des tests de mise en place des chaînes de distribution. Ils sont sur les lieux de vaccination en train de se poser la question de savoir comment on fait pour aller le plus vite possible et arriver à faire en sorte que le maximum d'Allemands soient vaccinés dans les meilleurs délais. Pourquoi est-ce que nous, on donne le sentiment d'être en train de procrastiner? Les Espagnols, ça fait des mois Il y a une task force, que le gouvernement espagnol fait en sorte que il y ait en fait un lien avec les régions, avec l'équivalent de nos départements, etc., Ouais. pour qu'on puisse avoir en fait une mise en place qui soit ultra rapide. Et regardez aussi, encore je prends l'exemple des Allemands, les containers pour transporter le vaccin Pfizer qui suppose donc des conditions de conservation et de distribution qui soient très compliquées. Eh bien, tout ça est en train d'être mis en place. Nous, on a effectivement, il paraît-il, une task force. Très bien, on a une task force avec... Vous émettez des doutes, quoi. Vous attendez de voir. J'aimerais qu'on réponde aux questions que je pose depuis plusieurs semaines et auxquelles je n'ai pas encore eu de réponse. Alors, toujours les libertés publiques, puisqu'il s'agit de libertés publiques, tout ça. Il y a un texte qui fait beaucoup couler d'encre actuellement. Il a été voté hier à l'Assemblée nationale. C'est celui de la sécurité globale, avec un article, ce fameux article qui est l'article 24. Est-ce que vous demandez... Alors, cet article, c'est quoi? C'est un article dans lequel la liberté de la presse est théoriquement préservée, mais en revanche, un individu qui s'amuserait, c'est pas un jeu d'ailleurs, à diffuser des photos ou des films de policiers et en l'assortissant de messages, d'appels à la haine et choses comme ça, serait pénalement responsable. Est-ce que cet article vous fait peur? Mais Yves Tréhard, de deux choses l'une. Soit, effectivement, il n'y a pas de loup et la presse pourra continuer à faire son travail. Oui. Ce qui n'était pas le cas au départ. Et on a même vu, y compris un ministre de l'Intérieur, expliquer que désormais, Après, il faudrait venir émarger avant chaque manifestation pour pouvoir avoir le droit de filmer ou de prendre des notes ou de prendre des photos. C'était déjà complètement inconcevable. Ils ont rétropédalé pour partie, mais s'ils ont rétropédalé et s'ils considèrent que désormais tout est possible, que tout le monde, un citoyen, un journaliste peut filmer une scène de violence éventuelle, dans ces cas-là, pourquoi l'article 24? Vous me dites, mais parce que s'il y a des gens qui, quand même, assortissaient leur message de haine, enfin leur photo de message de haine, eh bien, vous êtes vous-même suffisamment informé pour savoir que c'est déjà pénalement répréhensible. Donc il est inutile, cet article. Donc soit il est inutile, et dans ces cas-là, il faut le retirer. Vous demandez son retrait? Je demande son retrait. Soit il est utile à quelque chose et on aimerait bien savoir à quoi. Et dans ces cas-là, quel est le loup qui se cache derrière en fait l'intention du gouvernement? C'est encore possible de le retirer? Mais on n'est qu'en première lecture à l'Assemblée. Il va aller au Sénat. Il va aller au Sénat, il va revenir à l'Assemblée. Et il va aller au Conseil constitutionnel. Et il ira en fin de parcours au Conseil constitutionnel, bien sûr, mais dans l'intervalle, évidemment, il peut être supprimé à tout moment et je souhaite évidemment qu'il le soit. Alors le ministre de l'Intérieur a un peu compliqué la compréhension de cet article d'ailleurs, et puis... Exactement. Et puis est arrivé une chose qui n'était pas prévue sans doute chez lui, un campement donc de migrants place de la République, des brutalités policières qui ont été flagrantes, filmées. Est-ce que et alors aujourd'hui, le préfet de police de Paris, qui était d'abord mis en cause, semble soutenu par le ministre de l'Intérieur. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, est-ce que vous demandez, comme certains l'ont demandé, la démission du préfet de police ou le limogeage? D'abord, sur cette histoire, en fait, c'est quand même inouï d'avoir un ministre de l'Intérieur qui, sur la base d'images que lui-même condamne et qu'il voudrait interdire, dise « Ah ben finalement, c'est odieux, ça n'est pas possible ». Il demande des comptes en expliquant que ça a été odieux, et puis finalement, il soutient celui qui a donné les consignes pour justement procéder de la sorte. On est chez les fous. Et vous avez peut-être vu hier ce tweet que Quentin Dufay, ancienne plume de chef de l'État, a balancé sur son compte Twitter, et qui était tellement explicite, je crois le citer de mémoire, il dit « hypocrisie sans fin, honte sans fond ». Enfin, il est décrédibilisé, le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, pour vous? Pour moi, on a un ministre de l'Intérieur qui, aujourd'hui, a réussi à faire la démonstration qu'il était uniquement un gesticulateur, qu'il ne résout rien, et au contraire, il creuse le fossé entre la police républicaine et les Français. Qu'est-ce qu'on peut trouver de pire? Moi, je souhaite
que l'on comprenne que les policiers exercent un métier qui est un métier extrêmement difficile, qu'ils le font dans des conditions qui sont souvent des conditions même, y compris de danger. On le voit, ils sont parfois la cible, y compris du terrorisme ou de voyous qui cherchent, ou le Black Bloc, etc. Et donc, ils ont un métier qui est particulièrement compliqué. Et nous devons les soutenir. Mais ça suppose, pour que l'adhésion soit parfaite avec la population française, eh bien, ça suppose aussi que ceux qui se comportent mal, qui outrepassent les consignes qui leur sont passées, qui se comportent eux-mêmes à leur tour comme des voyous et non pas comme des policiers qui ont le monopole de la violence légitime, eh bien, ça suppose effectivement que ces gens-là soient aussi condamnés. Ça suppose qu'on ait aujourd'hui une IGPN qui ne puisse pas être mise en doute. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne dis pas que ce qu'ils font n'est pas juste, mais je dis qu'aujourd'hui, avoir une police des polices qui est dans la même administration, soit tutelle du même ministre d'État, ça pose un problème. Et donc il faut aujourd'hui une IGPN qui soit totalement indépendante pour rendre ces décisions inattaquables et faire en sorte que chacun ait le sentiment que dans ce pays, il n'y a pas une justice pour les uns, une justice pour les autres. C'est ça la cohésion sociale. Alors, le Parti socialiste, donc vous êtes le premier secrétaire, vous avez récemment appelé, c'était ces dernières heures, hier, à un pacte passé avec des forces de gauche qui seraient pour s'unir en vue de 2022. Vous êtes optimiste là, parce qu'on voit chacun gesticuler, on voit qu'en plus il y a des débats qui sont parfois assez musclés, en tous les cas par le ton. Vous rêvez pas un peu? Vous avez raison de me poser la question. Le rêve fait vivre. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, vous avez des gens tous les jours qui se déclarent. Il y a, je crois, 9 ou 10 candidats à gauche aujourd'hui quasi déclarés, etc. Bon, on se dit, il est fou. Mais est-ce que c'est moi qui suis fou ou est-ce que ce sont les 9 ou 10 qui pensent qu'ils ont chacun des raisons de penser que c'est eux ou personne? Moi, je vous dis que la folie, c'est de partir avec 4, 5, 6 candidats à l'élection présidentielle. On arrivera à quoi? Ce sont des gens qui ont dit pendant les années qui viennent de s'écouler, et qui vont le dire certainement jusqu'à la fin du quinquennat, qui vont dire « Emmanuel Macron, c'est affreux. Marine Le Pen, ce serait une catastrophe. Bon, alors, si Marine Le Pen est une catastrophe et si Emmanuel Macron, c'est affreux, on fait tout pour que ce ne soit pas eux qui soient présents au second tour de l'élection présidentielle. Et dans votre esprit, s'il y avait un candidat unique de la gauche en France, il aurait ses chances pour être élu président de la République? Je le crois. Je prends l'exemple des élections municipales où on a pu voir que quand la gauche se rassemble, elle l'emporte. Elle l'emporte. Et donc, aujourd'hui, dans une forme de tripartition de la vie politique, eh bien, la logique, c'est qu'on soit en capacité d'être le plus gros tiers. Vous êtes toujours sur la ligne où ce n'est pas nécessairement un membre du Parti socialiste qui conduit cette gauche? Mais je le dis depuis le début, et ça m'a valu suffisamment d'ennuis, y compris chez les socialistes, de dire qu'il faudra, après avoir construit un projet commun, choisir un candidat ou une candidate commun aux communes, et qu'il faudra choisir le ou la meilleure. Bon, c'est clair. Le ou la meilleure, ça veut dire qu'il peut venir de n'importe quel rang. Et si vous me posez la question à moi, qui suis socialiste, évidemment, ma préférence, elle est claire, ce sera un socialiste ou une socialiste. Mais je veux bien me ranger à l'idée que ça peut très bien, le cas échéant, ne pas être un socialiste. Voilà, ça s'appelle la voie de la raison. Il y en a une à laquelle on pense tout de suite, c'est Mme Hidalgo. Eh bien, vous avez raison de penser à Mme Hidalgo. Réélue maire de Paris, qui pourrait être une excellente candidate, mais qui ne l'est pas au jour d'aujourd'hui, qui n'a jamais affirmé quoi que ce soit en cette matière. Et donc, nous verrons bien le moment venu. Mais de toute façon, je ne donnerai aucune préférence parce qu'au moment où nous nous parlons, ce serait imbécile. Nous avons encore 1 an et demi avant l'élection présidentielle. Beaucoup d'eau va couler sous les ponts et il faudra choisir celui ou celle qui incarne le mieux ce projet commun. Alors, récemment, elle a eu des mots... Et si ce projet commun n'existait pas, parce que vous m'avez dit, mais est-ce que je ne rêve pas? Mais je ne rêve pas du tout. S'il n'y a pas de projet commun, s'il n'y a pas de candidat commun possible, eh bien, nous irons nous-mêmes. Et je fais tout pour que nous soyons prêts au cours de l'année 2021. Donc, il y aura un plan A pour moi qui est le rassemblement et qui donne le plus de chances à la gauche et aux écologistes de mettre en place ce qu'ils disent vouloir mettre en place. Et si nous n'y arrivons pas, évidemment, nous aurons un candidat ou une candidate. Alors, à l'intérieur de la majorité parisienne, au Conseil de Paris, Madame Hidalgo, la maire,
S'en est pris assez rudement d'ailleurs aux écologistes après l'assassinat de Samuel Paty en disant mais les écologistes, je suis pas sûr, je trahis un peu ses paroles parce que c'est pas tout à fait ce qu'elle a dit, mais Oui. partagent les valeurs républicaines qui sont les nôtres. Vous êtes d'accord avec ça? Non, elle n'a pas dit tout à fait ça. Elle a dit qu'il fallait qu'il progresse sur la question. Ouais. Et je crois que la question leur est posée, pas seulement par Anne Hidalgo, elle leur est posée par la société tout entière, parce que la matrice des écologistes, du courant écologiste, n'est pas, à proprement parler, la question républicaine. Ils se sont identifiés plutôt historiquement à une forme de défiance par rapport à l'État républicain. Ils ont plutôt été, ils sont plutôt fédéralistes, plutôt libertaires, etc. Et donc ces questions-là relèvent plutôt de l'impensé chez les écologistes. Et donc je crois que, et c'est ce que Julien Bayou fait semaine après semaine, et je l'en remercie, il cherche à faire en sorte que les divisions qui pouvaient exister dans son propre mouvement de pensée, eh bien, progressivement se discipline et cherche à avancer sur une voie qui nous est commune. Parce que l'ADN de toute la gauche, historiquement, c'est bien sûr la République et c'est aussi la laïcité. Avant de passer aux questions des auditeurs, donc vous partez très prochainement au Haut-Karabakh, où il y a eu, et il y a toujours d'ailleurs, un conflit violent, meurtrier entre Arméniens et Azéris, Azerbaïdjan-Arménie. Et vous avez, je crois, un projet de résolution que vous avez fait voter à l'Assemblée nationale pour la reconnaissance de ce qu'on appelle l'Artsakh, c'est-à-dire ce Haut-Karabakh qui est disputé entre ces deux nations. Pourquoi vous partez là-bas? J'irai parce que tout simplement, il y a aujourd'hui une cause qui ne devrait pas échapper aux Européens. Ce qui se passe là-bas est essentiel. Je vais y revenir d'un mot seulement sur l'histoire, Oui. mais enfin, on a là ce plateau du Haut-Karabakh, cette république de l'Artsakh, qui est historiquement rattachée à l'Arménie. Staline, dans les années, au début du siècle passé, a concédé ce territoire pour en faire une région autonome, mais qui était une région autonome rattachée à l'Azerbaïdjan. Et donc, quand l'Empire soviétique s'est dissous, eh bien, il y a eu des mouvements, etc. Et les Arméniens, qui sont très majoritaires dans cette région-là, ont revendiqué ce territoire, ont construit une démocratie, et je souhaite qu'on puisse la reconnaître face à une dictature pétrolière qui est l'Azerbaïdjan. Une république autonome ou une république rattachée à l'Arménie? Une république autonome, c'était leur souhait, c'était y compris la façon dont ils avaient compris le message qui avait été porté au moment de la dissolution de l'Empire soviétique, et donc ils s'étaient pliés au droit de l'époque, et je crois qu'il faut reconnaître cette république de l'Artsakh, et c'est la raison pour laquelle, avec une délégation, notamment avec Valérie Rabault, nous irons... Socialiste, hein? Socialiste, nous irons rencontrer le président de l'Artsakh. Et vous estimez qu'il y a une majorité en France, notamment parmi les parlementaires. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une résolution au Sénat portée par LR. Il y a une majorité parmi les parlementaires pour soutenir cette résolution en général. Je crois que ça peut être tout à fait transpartisan et que nous pouvons, parce que nous avons aussi une histoire. C'est le sort des chrétiens d'Orient qui se joue aussi là? C'est beaucoup de choses qui se jouent. C'est le sort des chrétiens dans une région qui est une région à majorité musulmane. C'est le sort de la démocratie dans une région qui est quand même largement dominée par les régimes autoritaires. Et puis c'est aussi une histoire partagée avec les Arméniens, dont nous avons, qui ont été un peuple martyrisé, génocidé au début du siècle passé. Et donc nous avons une dette, l'humanité a une dette vis-à-vis de ce peuple. On continue avec Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, également député de Seine-et-Marne, avec Romane Boucher qui va poser vos questions. Bonjour Romane. Bonjour Yves Tréhard, bonjour Olivier Faure. Bonjour Romane Boucher. On a une question de Avec Respect sur le Figaro.fr qui vous demande si vous allez chercher une alliance avec Mélenchon pour les régionales et ensuite la présidentielle. Mais moi, j'ai toujours dit la même chose. J'ai dit que je n'avais pas d'adversaire de principe, hein, et donc que je souhaitais que toutes celles et ceux qui veulent faire chemin commun puissent le faire. J'observe que Jean-Luc Mélenchon a expliqué d'abord qu'il ne voulait partir avec personne pour l'élection présidentielle, qu'il se suffisait à lui-même. C'est réversible, ça?
d'après vous? Je ne crois pas. Je crois qu'il a décidé de partir. Donc lui, de toute manière, il est hors de la coalition que vous réclamez. Je l'écoute et même je l'entends et je vois bien ce qu'il a décidé de faire. Ce n'est pas une surprise et donc il va son chemin. Sur les élections régionales, j'observe que jusqu'ici, il a toujours expliqué, il a envoyé un courrier à toutes les formations politiques de la gauche et de l'écologie pour essayer de faire alliance au moment des régionales. Il a simplement oublié de mettre un timbre sur l'enveloppe qui devait m'être destinée, puisque je suis le seul à n'avoir jamais reçu ce message-là. Bon, moi je ne cours après personne. En fait, je considère qu'il y a une évidence, c'est que quand nous sommes divisés, nous perdons, ou nous prenons le risque de perdre. Quand nous nous rassemblons, nous optimisons nos chances de l'emporter. Moi, je souhaite gagner. Je ne suis pas là pour témoigner. Je ne fais pas de la politique uniquement pour simplement lancer l'alerte, me dire que j'ai eu raison avant tout le monde, etc. Sinon, je ferais autre chose, j'écrirais des livres, Voilà, ce n'est pas du tout le sujet. Donc, la politique, c'est de trouver des majorités pour pouvoir ensuite gouverner. Donc, c'est ce que je cherche. Est-ce que vous estimez que Jean-Luc Mélenchon, qui est un ancien membre du Parti socialiste, il est parti, il a claqué la porte à un moment, et on sentait qu'il voulait la mort du Parti socialiste, en fait. C'est toujours le cas? Vous lui poserez la question. Moi, j'espère qu'il ne souhaite la mort de personne. Ouais. Et cette maison qu'il a longtemps abritée ne lui a pas été totalement défavorable. Donc, j'espère qu'il en a quelques souvenirs. Et j'espère qu'il en a aussi gardé une petite tendresse. Mais bon, vous lui poserez la question. Roman. Théo, lui, voudrait savoir si un changement de nom du PS n'impliquerait pas indirectement la dissolution du parti. Parce que vous avez laissé entendre que ce nom pourrait changer. Oui, j'ai dit que nous sommes à la fin d'un cycle politique. Il y a eu un cycle qui a commencé en 1971, pour ceux qui se rappellent, au Congrès d'Épinay, avec François Mitterrand. Bon, ce cycle-là, il est achevé. Tout ce que François Mitterrand a apporté à la gauche a été soit accompli, soit est daté. Donc maintenant, il faut entamer un nouveau cycle, prendre en considération les nouveaux enjeux, la révolution numérique, l'extinction de masse qui nous est promise si nous ne mettons pas fin au réchauffement climatique, les grandes mutations du travail, bref, tous ces sujets qu'il faut maintenant appréhender et faire en sorte que la gauche puisse répondre aux attentes des Françaises et des Français. Donc il y a un nouveau cycle à écrire. Et dans ce nouveau cycle, je dis, il faut tout mettre sur la table. Notre organisation, nos pratiques, y compris notre nom, je ne sais pas s'il doit changer. Je dis simplement que ça va être un débat et faire en sorte que nous soyons compris. Parce qu'aujourd'hui, le risque, c'est d'être toujours les deux pieds dans le même sabot, qu'on ne change rien, qu'on pense qu'on est les meilleurs. Je sais bien qu'il y a des gens au Parti socialiste qui pensent qu'il ne faut rien changer et que nous avons été parfaits depuis toujours. Mais si on était parfaits et si on avait tout réussi, eh bien nous serions encore au pouvoir et nous n'aurions pas fait 6% à l'élection présidentielle. Changer de nom, souvent, ça n'a pas beaucoup d'effet. On l'a vu à droite avec les Républicains, qui étaient jadis l'UMP, qui étaient avant le RPR. Enfin bon, ça n'aura pas beaucoup porté chance. Le Front National qui a changé de nom, ça n'a pas changé grand-chose non plus. Vous pensez que c'est vraiment capital, ça? Non, ça n'est jamais capital. C'est un symbole, quoi. C'est un signal. Symbole, c'est un élément qui doit être compris. Si c'est simplement un changement de nom pour un changement de nom, alors là, franchement, aucun intérêt. Il faut que le contenu change aussi. Il faut que ça donne à comprendre une évolution et permettre aussi que des gens qui jusqu'ici étaient à l'extérieur de vos rangs puissent avoir envie de vous retrouver. Et moi, ce que je veux, ce n'est pas simplement changer de manière cosmétique le nom et puis un article des statuts. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une façon de penser la politique qui change. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, au XXIe siècle, pour ne pas conserver des partis qui sont nés au XIXe siècle et qui, au fond, se sont peu transformés. Donc oui, il faut changer d'organisation, oui, il faut certainement changer aussi nos pratiques politiques, et si ça doit se symboliser par un changement de nom, j'y suis ouvert. Voilà. Et puis maintenant, surtout, ce que je veux, c'est qu'il y ait des gens qui, venant du monde syndical, venant du monde associatif, du monde des ONG, venant du monde du mouvement laïque, venant de l'économie sociale et solidaire, venant de venant de l'éducation populaire, venant de tous ces milieux militants, eh bien, j'ai envie qu'il y ait des gens, militants ou pas, qui se disent, ben voilà, je suis orphelin d'un grand parti central à gauche qui va permettre de concilier écologie, sociale, démocratie, ça doit être féminisme. fait avant la présidentielle, ça? Oui, ça doit être fait avant la présidentielle. Ça doit être l'incarnation d'une offre nouvelle. Il faut qu'on puisse montrer aux Françaises et aux Français que nous avons d'abord compris quelque chose de nos échecs. Moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent que tout a été
crois l'avoir déjà dit plusieurs fois, et m'être souvent fait tirer l'oreille par ceux qui étaient les responsables précédents. Oui, nous n'avons pas tout réussi. Et oui, nous avons eu de grands échecs. Et à grands échecs, grandes remises en question et puis grandes évolutions. Dernière question, Romane. Dernière question. On a parlé tout à l'heure un petit peu d'écologie. Arthur, lui, vous demande, pensez-vous que la création du délit d'écocide peut être efficace dans une politique écologique de fond? Non, c'est complémentaire. Il faut la proposition de loi sur l'écocide, qui est maintenant, paraît-il, reprise pour partie par le gouvernement, est une proposition que nous avions, nous, faite avec Christophe Bouillon il y a quelques... C'était délit ou crime, votre proposition? C'était crime d'écocide. Et donc, c'était l'idée assez simple que vous avez aujourd'hui des gens, des entreprises, qui considèrent que la planète leur appartient et qui donc ne rendent pas, qui considèrent qu'ils n'ont pas de compte à rendre aux populations actuelles et puis aux générations futures. Comment, vous qui êtes bien plus jeune que Yves Tréhard et moi, comment allons-nous vous laisser la planète? Comment vos enfants vivront sur cette planète? Eh bien, il est normal de dire qu'à la fois, il faut une politique qui soit une politique claire, énergique et qui soit très volontaire sur ces questions-là. Et puis aussi, eh bien, il faut qu'il y ait une sanction. Il faut qu'on dise aussi à ceux qui continuent à considérer qu'ils sont au-delà de nos biens communs, qui considèrent que tout leur appartient, eh bien, oui, la terre, nous en sommes tous usufruitiers, c'est-à-dire que nous n'en sommes pas propriétaires et il faudra, à la fin de nos existences, la rendre dans l'état où nous l'avons trouvée. En tout cas, c'est ce que moi je souhaite. Donc, a priori, ce texte, vous pourriez le voter? Ce texte, je ne l'ai pas vu encore. Hein. Ouais. Il faut voir ce qu'il dit, s'il va suffisamment loin et tout ça. Mais oui, ça fait partie des orientations. Et le fait que ça a été rétrogradé de crime à délit, c'est pas... Ça m'inquiète sur le contenu. J'aimerais comprendre, si c'est pour dire à un grand pollueur qu'il paiera une amende forfaitaire qui sera fixée, je ne sais pas à quel montant, l'évidence, c'est que ça ne sera pas dissuasif. Donc il faut dissuader, il faut que tout le monde comprenne que nous sommes quand même, ça a été dit suffisamment souvent, nous avons 10 ans pour arriver à faire en sorte que le réchauffement climatique n'aille pas au-delà de 2 ou 3 degrés. Ouais. C'est déjà beaucoup. Eh bien, si on veut vraiment y parvenir, ça suppose qu'on y mette les moyens. Et les moyens, c'est à la fois le préventif et le dissuasif. Merci Olivier Faure, merci de toutes vos réponses. Réponses également aux internautes qui étaient relayées ce matin, leurs questions par Romane Boucher. Merci Romane, et à demain, si vous le voulez bien.